celle de l'assurance chômage. Le ministère du Travail a donc dévoilé hier le futur dispositif de contrôle des chômeurs et les sanctions pour les fraudeurs. C'est une députée La République En Marche, Florence Grandjus, qui a interpellé le gouvernement pour avoir quelques précisions sur ce dispositif. Écoutez la réponse de Muriel Pénicaud, la ministre du Travail. Nous voulons faire évoluer l'offre raisonnable d'emploi, qui est la modalité de contrôle prévue dans le Code du travail, car comme vous l'avez dit, elle est aveugle des situations personnelles. On demande aujourd'hui à une femme qui est seule avec 3 enfants et qui a un enfant en crèche de prendre un travail, du coup on ne lui demande pas, mais du coup on pourrait la sanctionner parce qu'elle ne peut pas aller à un travail qui commence tôt. De la même façon, quelqu'un qui habite en zone rurale, qui n'a pas le permis, pas de voiture, a la même distance kilométrique dans l'acceptation qu'en zone urbaine. Donc ce que nous allons faire avec Pôle emploi, c'est personnaliser à partir de la situation du bassin d'emploi des personnes pour que ce soit plus juste et que ce soit perçu comme plus juste par la personne elle-même, mais aussi par les autres demandeurs d'emploi et les salariés. Thierry Benoît, vous l'avez entendu, parmi ce contrôle des chômeurs, il y a cette offre raisonnable d'emploi qui est remodelée. Est-ce que cela a un sens, comme le dit Muriel Pénicaud, de l'individualiser aujourd'hui? Je pense qu'il ne faut pas laisser porter à croire que les Français qui sont en situation de recherche d'emploi ne seraient pas volontaires pour retrouver du travail. Moi, je pense qu'il faut axer naturellement la question du contrôle. C'est tellement naturel que je ne vois pas pourquoi c'est l'axe prioritaire du gouvernement aujourd'hui. Parce que lorsque l'on reçoit une prestation, une allocation, une pension diverse de la part de la puissance publique, il apparaît légitime que la puissance publique contrôle, notamment lorsque ce sont des indemnités chômage, que l'on contrôle le bon usage, mais surtout que l'on contrôle si la personne est en recherche d'emploi. Je pense que la question de l'encadrement, de l'accompagnement des personnes qui recherchent un emploi, là est la priorité, mais c'est la priorité depuis, je dirais, un certain nombre d'années. Je me souviens, il y a une dizaine d'années, le contrat de transition professionnelle, c'était un encadrement renforcé pendant 2 ans, avec une indemnité à 80% du salaire de base que le demandeur d'emploi percevait, et il avait un accompagnement spécifique. Je pense qu'il faut conduire des réformes, elles sont nécessaires. Moderniser le pays, l'adapter, c'est indispensable. Mais il ne faut pas non plus oppresser le pays. Et je trouve que depuis un certain temps, on a tendance, alors c'est peut-être le gouvernement qui le fait, ou peut-être certains médias, je ne sais pas, mais à oppresser, à dramatiser les situations. Contrôle, oui. Encadrement renforcé pour celles et ceux qui recherchent un emploi, c'est la priorité. Et individualisation, cela a un sens? Tout à fait, afin de définir le projet professionnel et surtout d'aider le demandeur d'emploi à rebondir, parce qu'on sait très bien que lorsque l'on se retrouve en situation de recherche d'emploi, c'est tout d'abord le moral, et à partir du moral et du mental, eh bien, il y a la volonté, et naturellement, on retrouve, surtout en ce moment, un emploi, je dirais, assez facilement quand même dans un pays comme la France. Je ne dis pas qu'on retrouve l'emploi que l'on veut, mais on peut retrouver du travail. Erika Lezay, hier à la sortie du ministère, les syndicats étaient déçus par ces mesures, notamment sur cette question d'individualisation. N'y a-t-il pas un risque de rupture d'égalité entre les Français? Égalité ou équité? C'est l'équité. Effectivement, on avait des mesures, parce que rien n'est nouveau en réalité. Le fait de devoir répondre à un emploi qui ne soit pas trop éloigné du domicile ou qui corresponde à vos compétences, tout ça existait. Simplement, ça s'appliquait de façon un peu mécanique, un peu standardisée. Voilà, donc là on fait du sur-mesure, on s'adapte à la situation de chacun. Il y a un carnet de bord, un carnet de suivi d'ailleurs que chacun des demandeurs d'emploi remplira lui-même. Donc il s'auto-responsabilise, qui permettra un meilleur entretien avec le conseiller Pôle emploi, donc on va en tripler le nombre, et qui pourra permettre de mieux accompagner les personnes. C'est le pendant aussi de l'amélioration de la formation professionnelle, de l'accessibilité aux indemnités chômage élargie à des indépendants et à des fonctionnaires, et donc la contrepartie, effectivement, 15%, effectivement, c'est pas énorme. Les personnes dont on suppose que peut-être ne font pas les efforts suffisants, ça représente quand même 300 à 500 000 personnes. La majorité d'entre elles, pourtant, recherchent un emploi. Il faut mieux accompagner parce qu'il y a des personnes qui sont démotivées, qui sont un peu cassées. C'est aussi pour ça, c'est pas forcément mal intentionné non plus, le fait de ne pas trouver un emploi. C'est parfois on n'a pas l'énergie, les ressources suffisantes. Mais elle est où, justement, vous l'évoquiez, cette promesse d'une assurance chômage universelle? Finalement, les propositions évoquées aujourd'hui sont loin de la promesse d'Emmanuel Macron sur l'indemnisation des indépendants, on verra, notamment des démissionnaires. Je pense que le principe
est conservé et préservé, effectivement, comme vous le dites, à destination et des indépendants qui aujourd'hui n'y ont pas accès, s'il y a une faillite d'entreprise par exemple, ou des fonctionnaires qui voudraient réorienter leur vie professionnelle. Donc le principe est maintenu. Maintenant, il faut le calibrer pour qu'il n'y ait pas trop de manœuvres opportunistes, enfin bref, que ce ne soit pas galvaudé, que ce ne soit pas utilisé non plus de façon excessive. Donc peut-être qu'il sera un peu moins large que prévu, mais le principe est bien maintenu. C'est un principe nécessaire, cet élargissement justement des prestations chômage aujourd'hui, Thierry Benoît. Oui, naturellement. Je voudrais simplement ajouter que notre société fait aussi le constat que d'avoir des relations Internet et informatisées, notamment lorsqu'on est demandeur d'emploi, eh bien, nécessite plus d'humanité. Et lorsque le gouvernement, je le pense comme ça, dit « je veux un accompagnement individualisé, je veux mettre des moyens humains », notamment parce que celles et ceux qui sont en recherche d'emploi, parmi eux, parmi ceux qui rencontrent des difficultés, il y a des personnes qui sont éloignées des dispositifs modernes de l'Internet, de l'informatisation, et je pense que mettre de l'humain entre Pôle emploi et les demandeurs d'emploi, c'est aussi une des priorités d'une société moderne, parce que rien ne remplacera les rapports et les relations humaines. Finalement, là, ce sont des contrôleurs qui sont promis. Il aurait fallu des postes à Pôle emploi dans d'autres domaines, sur l'accompagnement plutôt que le contrôle, si je vous entends bien. On peut les appeler contrôleurs, on peut aussi considérer que ce sont des agents, que ce sont des fonctionnaires qui auront cette volonté du service public et du service rendu au public. Vous savez, les gendarmes, les policiers qui assurent notre sécurité, ça n'est pas que des contrôleurs. Ce sont aussi celles et ceux qui assurent notre sécurité dans notre vie quotidienne, sur les routes, enfin, pour les entreprises. C'est aussi ça. Moi, je pense, moi, je suis d'une nature plutôt optimiste, même si je suis lucide quant aux difficultés qui peuvent entourer ces dispositions, et notamment quant aux messages qui sont portés par le gouvernement. Le message dit on va contrôler. Moi, je pense que le message, c'est on va humaniser. Et le message est passé. Et je ne défends pas, et je ne suis pas le porte-parole du gouvernement. Mais c'est comme ça que je vois la chose. Le message est passé d'un mot très rapide. Il faut des qualités diverses. Il faut qu'ils soient à l'écoute, il faut qu'ils soient connaisseurs du marché du travail. Donc c'est des qualités très importantes, une palette de qualités très importantes pour au mieux accompagner ces personnes. Donc c'est des personnels rares. Et on le voit, un rôle redéfini. On va poursuivre ensemble avec la politique familiale. Un rapport sur les allocations familiales mené par les députés de La République En Marche, Guillaume Chiche, et le député des Républicains, Gilles Lurton, doit être remis demain à la Commission des Affaires sociales. Mais les deux co-rapporteurs sont en désaccord et Gilles Lurton a profité des questions au gouvernement justement pour interpeller le gouvernement sur ses intentions en matière de quotient familial. Écoutez la réponse de la ministre des Solidarités et de la Santé. Je suis particulièrement attachée à la politique familiale et que j'attendais avec intérêt ce rapport parlementaire pour lequel je vous ai laissé une totale liberté, Monsieur Lurton, pour nous faire des propositions. Peut-être rappeler les objectifs de cette politique familiale auxquels vous êtes si attachés. La conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale, la relance de la natalité, le soutien à la parentalité. Cette politique, aujourd'hui, fait l'objet d'un financement de 60 milliards d'euros par la solidarité, sous forme de prestations, sous forme de réduction d'impôts et sous forme d'offres de services. Éric Alauzet, quelles sont vos intentions en matière de politique familiale et de quotient familial? Gilles Lurton a-t-il raison de s'inquiéter? Mais vous savez, les rapports parlementaires, c'est un espace de liberté qui est ouvert aux parlementaires pour explorer l'ensemble des solutions possibles. Et si vous regardez d'ailleurs la part des rapports parlementaires qui se terminent dans des lois, elle est extrêmement faible, ce qui peut être frustrant. Les propositions de Guillaume Chiche ne seront pas reprises. S'affoler, ne tuons pas le débat avant qu'il ait lieu. Il s'est fait, je crois, sereinement dans le groupe de travail pendant 3 mois, sans les invectives ou les procès d'intention qui ont eu lieu là pendant les questions au gouvernement. Bon, la question au gouvernement, c'est une tribune, on sait très bien. Voilà, donc venons sur le fond. On a des problèmes sérieux dans ce pays, la natalité qui s'effondre, des femmes qui très souvent quittent leur travail pour élever leurs enfants, et des problèmes de pauvreté, notamment des femmes pauvres qui ne peuvent pas. Alors justement, quelles sont vos intentions en matière de quotient familial? Qu'est-ce qu'on a comme levier? On a effectivement la fiscalité, c'est le quotient familial, ce sont les allocations familiales, et puis ce sont les politiques publiques d'aménagement, de crèches, tout ce qui peut favoriser la vie au travail, notamment des femmes et des hommes. Donc laissons le débat se déployer.
Je vous précise qu'au précédent mandat, quand même, on en parlait en aparté tout à l'heure avec mon collègue, il y a eu un certain nombre de mesures qui ont baissé le plafond du quotient familial. C'est pas tout à fait le même débat. Le quinquennat de François Hollande. Oui. Et puis également qui ont ajusté les allocations familiales en fonction des revenus. Donc il y a déjà eu au-delà de 6 000 € les allocations familiales dans l'avenir, ont diminué. mais en même temps, il faut relever ces défis, la natalité des femmes au travail en particulier. Donc ayons un débat serein. Voilà. Faut-il rouvrir justement ce débat, Thierry Benoît, alors que le précédent quinquennat a déjà touché aux allocations familiales? Je pense que la publication de ce rapport permet, je dirais, aux parlementaires ou aux groupes politiques peut-être de se positionner ou de rappeler des positions. Pour ce qui concerne les centristes et notamment ceux de l'UDI, avec Charles de Courson, que vous connaissez bien, M. Alauzet, ou avec Philippe Vigier, de tout temps, on a rappelé la nécessité de préserver l'universalité des allocations familiales. C'est-à-dire qu'une naissance, un enfant, eh bien, octroie des droits à la famille de manière universelle, quel que soit le revenu, même s'il y a eu des dispositifs de correction qui ont été apportés, notamment dans la dernière législature. Le quotient familial, eh bien, c'est le fait qu'un enfant, eh bien, entre guillemets, je dirais, produit une part qui permet, eh bien, au foyer fiscal, pour l'instant, eh bien, d'avoir une part par enfant, avec des éléments de modulation, comme l'a évoqué M. Alauzet. Moi, je suis pour préserver cette politique familiale, vraiment la préserver, parce que nous sommes dans un continent. On a le problème de la natalité et du vieillissement de la population en France, mais ça vaut pour toute l'Europe. C'est un des continents qui vieillit. Parmi les leviers, vous avez évoqué la fiscalité. Moi, je vais faire une proposition que j'ai déjà faite dans la dernière législature. J'ai commis avec Barbara Romagnan un rapport sur le temps de travail. Je suis convaincu que cette législature, sous Emmanuel Macron, on va réouvrir le débat du temps de travail en France. Il y a quelques années, c'était sous Raffarin, la fameuse journée de solidarité, qui produit, bon an, mal an, une ressource financière pour le budget de l'État d'environ 3 milliards et demi d'euros. Je pense que nous avons, la France, les Français, les politiques, à explorer cette question du temps de travail en France, parce qu'elle peut être source de création de richesses. J'ai entendu qu'Édouard Philippe, le Premier ministre, souhaite que le travail paye. Il a raison. Mais peut-être qu'on a des marges de progrès en termes de temps de travail en France lorsque l'on compare la France par rapport à nos voisins européens. Parce que tout axé uniquement sur la fiscalité, c'est-à-dire l'impôt sur la propriété, l'impôt foncier, l'impôt sur le logement, la taxe d'habitation, l'impôt sur le revenu, la TVA, la CSG, à un moment donné, d'ailleurs ce moment est atteint, les Français disent stop. Y compris les retraités, M. Alauzet. Si on en revient justement à la natalité, au fait que la France reste leader en termes de natalité, comment maintenir ce niveau aujourd'hui, Éric Alauzet? C'est difficile. Je ne sais pas quelle est la réponse. Est-ce en agissant notamment sur une fusion du quotient familial des allocations? Je pense que ça repose beaucoup sur la confiance. Et dans des périodes de doute économique, notamment, de mondialisation déstructurante, les familles peuvent avoir du doute et avoir du mal à se projeter dans l'avenir, et donc à travers leurs enfants. D'ailleurs, moi je dirais, par rapport au débat est un risque liminaire de mon collègue, qu'il y a plutôt une respiration en ce moment. Je trouve qu'il y a un peu plus de confiance, ça peut être propice à une natalité renforcée. Vous vous souvenez de l'année 2000, il y avait une espèce d'espérance avec le millénaire nouveau, et du coup il y a eu une natalité plus importante. Mais vous avez raison, Thierry Benoît, de dire qu'il n'y a pas que la politique fiscale. C'est pour ça que je disais qu'il y a les politiques publiques dans l'ensemble, l'idée que vous avez citée. D'ailleurs, au passage, je signale que j'ai beaucoup de plaisir à discuter avec Thierry Benoît, qui n'est pas dans la majorité, mais qui est très ouvert. On a un débat totalement... On s'est trouvé des solutions. J'ai encore une autre idée à vous proposer. Je précise une chose, quand même. Les allocations familiales et le quotient familial, c'est pas la même chose. Avec les allocations familiales, chaque enfant pèse le même poids fiscal. Avec le quotient familial, selon que vous êtes plus ou moins aisé, votre enfant n'a même pas le même poids fiscal. Et ça, quand même, là, il y a une inégalité qui mériterait quand même d'être un peu corrigée. Même si parmi les propositions que l'on peut faire en faveur des familles, on va débattre dans quelques semaines ou quelques mois de la future réforme des retraites. On pourrait très bien imaginer que le temps consacré par les parents, notamment les mamans, le temps consacré à élever, à éduquer les enfants, soit reconnu, soit valorisé par des points retraite. Moi qui suis pour la fin des régimes spéciaux de retraite, pour la convergence publique-privée et pour un régime universel de retraite par points,
on pourrait imaginer qu'une politique familiale valorise ce temps consacré à éduquer et à élever les enfants. Je suis d'accord, à condition, je sais que Thierry Benoît sera d'accord, qu'on ait le financement en face. Oui, bientôt. J'ai fait une Parce que des proposition tout à propositions l'heure. généreuses depuis Et 40 ans. vous en débattrez bientôt dans l'hémicycle avec ce projet de loi, bien évidemment, sur la réforme de l'assurance chômage et puis les différents projets de loi qui arrivent dans l'hémicycle. On l'a entendu avec Benjamin Griveaux, cet embouteillage de projets de loi. Merci à vous, Thierry Benoît et Erika Lezé, d'avoir participé à ce débat. Quant à moi, je vous retrouve demain à 14h pour de nouvelles questions d'actualité. Très bel après-midi à tous. Les cadets de Saumur, ce sont ces jeunes soldats qui ont refusé en juin 40 la défaite, le défaitisme de l'appel de Pétain à cesser le combat. Comment expliquer l'ampleur de la débâcle de juin 40? On cherche des réponses avec les historiens français Alia Aglan et Jean Garrigue et leur homologue allemand Stéphane Mertens. Droit de suite présenté par Jean-Pierre Gracien, ce soir à 20h30. À m'exprimer sur ce projet de loi organique qui arrêtera le périmètre ultime du corps électoral référendaire calédonien, c'est en tant que Calédonien de la 5e